Donc 10 ans après la crise financière de 2007-2009, qui a déclenché la grande récession, l'économie capitaliste ne s'est pas relevée. Si les économistes s'extasient devant, je les cite, le plus long cycle de croissance aux États-Unis depuis les années 1950, c'est pour souligner aussitôt la faiblesse de cette croissance. Les indices de production n'ont pas retrouvé leur niveau de 2007. La bourse de New York a fêté, à l'été 2018, le plus long cycle sans krach, avant qu'une chute sévère ne se produise à l'automne. Et tous les observateurs attendent le prochain krach avec fatalisme. De ce côté de l'Atlantique, depuis 10 ans, la croissance a été encore plus anémique. En janvier, le journal Les Échos écrivait « L'activité économique en zone euro est tombée à son niveau le plus bas depuis la mi-2013. Quant aux pays dits émergents, comme la Chine, le Brésil ou l'Inde, présentés dans les années 2000 comme les moteurs de la croissance mondiale, le FMI s'inquiète aujourd'hui de leur situation économique. Les économistes bourgeois et les porte-paroles des instituts de statistique partagent le même pessimisme quant aux perspectives de l'économie mondiale. Instabilité, volatilité, hypertrophie de la dette publique, croissance atone de la productivité, faiblesse des investissements productifs, usure et défaillance des infrastructures, voilà quelques-uns des qualificatifs qui reviennent sous leur plume. Ils ont même inventé le terme de stagnation séculaire pour qualifier cette situation. Les travailleurs n'ont pas besoin de statistiques pour sentir dans leur chair, dans leur vie quotidienne, les effets de cette stagnation. En France, un chiffre les résume. Au cours de la dernière décennie, le nombre de chômeurs officiellement recensés à Pôle emploi, toutes catégories confondues, est passé de 3,7 à 6,2 millions. Et dans les pays où le chômage officiel est faible, comme aux États-Unis, des millions de chômeurs sont exclus des statistiques. Trop usés ou trop marginalisés, ils ont renoncé à trouver un vrai emploi. Des millions de travailleurs ne disposent que d'emplois à temps partiel ou temporaire, quand d'autres doivent cumuler plusieurs emplois pour survivre, tant les salaires sont insuffisants. Dans tous les pays développés, le niveau de vie des classes populaires a été rogné. Et que dire des 800 millions d'habitants des pays pauvres ou qualifiés d'émergents qui doivent survivre avec moins de 2 $ par jour ? Il y a évidemment un lien direct entre l'appauvrissement des classes populaires et les records de profits empochés par les actionnaire. C'est l'exploitation des unes qui alimente la fortune des autres. Et c'est ainsi que 26 milliardaires possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité. En France, les actionnaires du seul CAC 40 ont empoché 57 milliards de dividendes, en hausse de 15% par rapport à l'an dernier. L'année 2018 a connu un nouveau record de fusion-acquisition dans le monde, pour un montant total de 3 500 milliards d'euros. La finance est un cancer qui ronge la société. 30 ans après l'éclatement de l'Union soviétique et les délires de Francis Fukuyama, qui annonçait, je vous le rappelle, la fin de l'histoire et le triomphe du libéralisme face au communisme, les plus chauds partisans du capitalisme ne savent pas où va leur système. Ils sont eux-mêmes obligés de constater sa décadence avec des convulsions de plus en plus graves. Christine Lagarde, directrice du FMI, s'inquiétait en décembre, donc je la cite, que les inégalités ne surpassent d'ici 2040 ce qu'elles étaient pendant l'âge d'or du capitalisme et ne suscitent un âge de révolte. Patrick Artus, chef économiste à la banque d'affaires Natixis, administrateur chez Total, déclarait il y a un an « La dynamique du capitalisme est aujourd'hui bien celle qu'avait prévue Karl Marx. » Même lui le dit. Donc le banquier Artus, donc le même, constatait
je cite ces mots, une baisse de l'efficacité des entreprises, c'est-à-dire une baisse du taux de profit moyen dans l'économie. Il constatait que pour maintenir malgré tout leurs marges, les capitalismes compriment les salaires, là aussi selon ces mots, jusqu'au salaire de subsistance. Dans le même but, les plus riches d'entre eux se lancent dans des activités spéculatives qui font apparaître des crises financières, toujours selon lui. Donc, quelle est cette dynamique du capitalisme décrite par Marx ? Pourquoi ce système est-il plus que jamais devenu une entrave au développement des forces productives, comme l'anticipait Marx dès 1847 et comme le constatait Trotsky en 1938 dans le programme de transition à la veille de la Seconde Guerre mondiale ? Pourquoi seule une révolution sociale permettra de supprimer cette entrave, d'en finir avec la propriété privée des moyens de production pour les mettre en œuvre de façon réellement collective et rationnelle en vue de satisfaire les besoins de toute l'humanité ? Voilà le sujet de l'exposé de ce soir. Et pour cela, je passe maintenant la parole à Xavier Lachaud. Alors pour les économistes bourgeois, la bonne santé de l'économie est mesurée à l'aide du taux de croissance de la production. Ils nous répètent depuis 40 ans que la croissance d'aujourd'hui, ce sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et on attend toujours. L'indicateur le plus utilisé pour mesurer cette croissance est le produit intérieur brut, le PIB. Celui-ci est supposé représenter la valeur ajoutée dans un pays en un an. Même pour connaître ce qui est réellement produit, cet indicateur n'est pas fiable. Il incorpore à la fois des biens matériels, objets, logements, infrastructures et des services de toute nature. Ces services, facturés entre acteurs économiques, peuvent correspondre à un véritable travail. Mais souvent, il s'agit d'un simple transfert de propriété sur le papier, de produits ou de services entre deux sociétés, entre une filiale et sa maison mère, sans qu'il n'y ait la moindre valeur ajoutée. Le PIB ne tient pas compte non plus de l'amortissement et de l'usure des installations ou des infrastructures. À un autre niveau, le PIB reflète la vision bourgeoise de l'économie, pour qui toutes les productions se valent, car elles ne sont qu'un détour pour accumuler du profit. Le PIB comptabilise ainsi de la même façon les marchandises qui n'apportent rien à la société, les jouets des riches, l'industrie du luxe, leurs jets privés, et plus encore tout l'armement, et celles qui sont vitales, le logement et les médicaments. Le PIB ignore l'épuisement des ressources, la pollution, la dégradation de l'environnement ou du climat. Il ne prend pas en compte tout le travail gratuit, utile socialement, comme celui réalisé dans la sphère domestique, ou les soins apportés aux enfants ou aux vieux parents. Alors des économistes ont bien proposé un autre indicateur, l'indice de développement humain, qui en plus du PIB tient compte de l'espérance de vie et du niveau d'accès des enfants de 15 ans à l'éducation. Le Bhoutan, lui, utilise le BNP, ou le bonheur national brut. Ça fait un peu plus rêver que le PIB. Mais au fond, la question de l'indicateur est secondaire. Le moteur des sociétés humaines, c'est que les hommes sont capables de tirer de la nature plus de richesses qu'ils n'en consomment immédiatement pour vivre et se reproduire. C'est le surproduit social. Au fil du temps, les hommes ont développé et perfectionné les forces productives, c'est-à-dire tout ce qui concourt à la production matérielle, instruments de production, forces de travail plus ou moins qualifiées pour les mettre en œuvre, modes d'organisation du travail. À partir d'un certain niveau de développement, ces forces productives ont permis de créer un surproduit social suffisant pour libérer des tâches productives certains individus, des artistes, des savants ou des soldats, et permettre une division du travail. En même temps que ce surproduit augmentait, une lutte au sein de la société s'est enclenchée pour le répartir. Des classes sociales sont apparues, certaines produisant cet excédent, tandis que d'autres l'accaparaient. Comme l'écrivaient Marx et Engels dans le Manifeste communiste, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours
n'a été que l'histoire des luttes de classe. Au cours de son histoire, l'humanité a connu de nombreuses civilisations, avec de multiples formes d'organisation sociale. Le plus souvent, la répartition du surproduit social était simple et transparente. Dans les sociétés esclavagistes, la totalité du travail réalisé par l'esclave appartenait, comme l'esclave lui-même, au propriétaire. Sous la féodalité, le serf travaillait gratuitement pour le seigneur plusieurs jours dans la semaine. Dans le régime capitaliste, la plus-value représente une forme particulière de spoliation du surproduit social. Ce vol est caché derrière le prétendu libre contrat entre travailleurs et capitalistes. Un travailleur vend sa force de travail sur le marché, car il n'a aucun autre moyen pour vivre. Le capitaliste, lui, possède les capitaux. Il investit dans des moyens de production, des machines, de la matière première, etc. Il achète la force de travail de l'ouvrier pour une journée de travail en échange du salaire. Les voitures, les lave-linges ou les smartphones produits par l'ouvrier appartiennent de droit au capitaliste, puisque c'est lui qui a apporté les capitaux. Avec son salaire, l'ouvrier peut payer sa nourriture, son loyer, son transport, ses factures diverses. Le contrat semble loyal. Il n'y a pas de vol apparent. Bien, le secret du capital, c'est qu'il faut nettement moins d'une journée de travail pour produire les moyens de subsistance de l'ouvrier. Pour prendre un exemple très simplificateur, sur une journée de 8 heures, seules les 4 premières heures servent à produire l'équivalent des marchandises achetées par le travailleur avec son salaire. Les 4 heures suivantes, qui sont dues par l'ouvrier à son patron, sont du travail gratuit. La valeur ajoutée par l'ouvrier pendant cette période, c'est la plus-value. Même quand les ouvriers sont payés avec des salaires décents, ils produisent de la plus-value. Ils sont donc volés. Le salaire oscille autour du salaire de subsistance, le minimum permettant aux travailleurs de reconstituer sa force de travail. Le salaire dépend avant tout du rapport de force entre ouvriers et patrons, de l'existence d'une plus ou moins grande armée de réserve de chômeurs. Les employés qui font fonctionner les administrations de l'État ou les collectivités publiques, les enseignants, le personnel des hôpitaux, des maisons de retraite, ne sont pas directement productifs car ils ne produisent pas eux-mêmes la plus-value. Ils n'en sont pas moins indispensables au processus global de production. Ils participent à la formation, l'entretien, à la reproduction de la force de travail. Ils sont eux-mêmes exploités et appartiennent à la vaste classe des travailleurs. Quant aux capitalistes des sociétés d'intérim, des assurances ou des banques, et tant d'autres qui ne sont pas des industriels, ils prélèvent leur quote-part dans le grand pot commun de la plus-value. Quand un spéculateur réalise un bénéfice en achetant puis en revendant une cargaison de pétrole, avant même que le pétrolier n'ait terminé son voyage, il n'ajoute aucune valeur. Mais il prélève sa part sur la plus-value produite par les ouvriers qui ont contribué à une étape ou à une autre à la production du pétrole. La plus-value est créée collectivement par la classe des travailleurs au cours du processus de production et les capitalistes se livrent entre eux une lutte acharnée pour en prélever chacun la plus grande part. Quelles que soient les sophistications inventées depuis 2 siècles dans le fonctionnement de l'économie capitaliste, et l'imagination des capitalistes est sans limite, ce processus de production de plus-value, autrement dit du surproduit social, n'a pas varié. Seul le travail humain crée de la plus-value. Pour la classe capitaliste, la production de marchandises, qu'il s'agisse de logements ou de bombes à fragmentation, n'est qu'un support pour fabriquer la plus-value. La qualité d'une marchandise n'est pas son utilité sociale. C'est que le capitaliste puisse trouver un acheteur pour récupérer, à travers la vente, la plus-value créée au cours de la production. Ainsi, du point de vue des capitalistes, en produisant des marchandises, l'ouvrier produit du capital. La bourgeoisie ne vise qu'à former et accroître du capital. Investi, le capital lui permet de récupérer la plus-value et donc le profit. C'est ce qu'écrivaient Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste. Accroître le capital, c'est le moteur du capitaliste. Pour accroître ses capitaux, la bourgeoisie les réinvestit sans fin
pour créer de la plus-value supplémentaire. C'est pourquoi, ajoutaient Marx et Engels, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout, elle doit s'incruster. Partout, il lui faut bâtir. Partout, elle établit des relations. La mondialisation est dans les gènes du capitalisme, tout comme l'est la nécessité de réinvestir ses capitaux pour les faire fructifier. Le capitalisme ne peut pas survivre sans étendre son emprise, sans innover pour vendre de nouvelles marchandises produites au plus bas coût possible. C'est ce qui a poussé la bourgeoisie à créer des forces productives plus massives et plus colossales que ne l'avaient fait dans le passé toutes les générations dans leur ensemble, disait encore le manifeste communiste. Alors, ce processus de reproduction du capital se heurte à une multitude d'obstacles. En premier lieu, il se heurte à l'anarchie de la production. La construction d'une voiture exige des matières premières, de l'acier et autres métaux, des câbles électriques, du plastique produit à partir du pétrole, des pneumatiques, une multitude de pièces détachées, sans parler des machines-outils, des lignes de montage et de l'électricité pour les alimenter. Pour assembler une voiture, il faut disposer de chacun de ses composants au bon moment, au bon endroit et dans la bonne proportion. Ces composants sont produits par d'autres capitalistes qui cherchent, chacun dans leur secteur respectif, à vendre le plus possible, sans savoir par avance quelle part de marché ils pourront conquérir. En outre, les temps de production, comme les cycles d'amortissement des installations, par exemple dans la production de l'acier, ne sont pas les mêmes que dans la production électrique ou celle des pneumatiques. L'équilibre entre tous ces facteurs est donc improbable. Le déséquilibre engendre inexorablement des crises. Alors ces contradictions éclatent périodiquement quand le marché potentiel pour écouler la production devient trop étroit. Parce que pour récupérer la plus-value qui était incorporée dans une voiture avant de la réinvestir dans un nouveau cycle de production, eh bien, il faut d'abord vendre cette automobile. Pour chaque voiture, pour chaque smartphone mis sur le marché mondial, il faut trouver un acheteur intéressé et surtout un acheteur qui dispose du pouvoir d'achat suffisant. Comme les acheteurs potentiels les plus nombreux se recrutent parmi les travailleurs, dont les salaires sont tirés vers le bas, le marché solvable est limité. Dans chaque branche, des capitalistes produisant les mêmes marchandises se livrent une concurrence acharnée pour rafler la plus grande part de ce marché. Malgré l'imagination des publicitaires et le talent de commerciaux capables de vendre de la glace aux Esquimaux, l'offre est régulièrement supérieure à la demande solvable. C'est une contradiction essentielle. Depuis l'origine du capitalisme, l'anarchie de la production, la concurrence entre capitalistes et les limites du marché solvable engendrent des crises périodiques dites de surproduction. Surproduction non pas par rapport aux besoins réels de l'humanité, mais par rapport au marché solvable. Lors de la dernière crise immobilière aux États-Unis, en 2008, des dizaines de milliers de maisons neuves ont été détruites ou abandonnées pendant que des familles entières dormaient dans la rue. Ces crises ne sont pas des accidents ou des dysfonctionnements. Elles rythment la vie du capitalisme. Dès le jour de sa naissance, elles l'accompagneront jusqu'à sa tombe, disait Trotsky. Elles sont le seul régulateur, brutal, a posteriori, pour retrouver l'équilibre entre l'offre et la demande, pour liquider les stocks, pour détruire le capital excédentaire et éliminer les entreprises non rentables. Alors, une autre contradiction du capitalisme est la baisse tendancielle du taux de profit. Pour élargir ses profits, chaque capitaliste cherche à augmenter sa part de marché. Si un nouveau procédé, une nouvelle machine lui permet de produire 2 fois plus vite, 2 fois plus pour 2 fois moins cher, il investit dans cette installation. Cela lui permet d'éliminer une partie de ses concurrents. Et comme chaque capitaliste raisonne de la même façon, les concurrents finissent tôt ou tard par investir eux aussi dans cette machine ou dans une autre encore meilleure. Au bout du compte, il y a un gonflement du capital investi dans les machines et les matières premières, le capital fixe. Mais comme c'est le travail humain qui produit la plus-value, pas les machines, eh bien le taux de profit moyen de l'ensemble de l'économie capitaliste diminue.
Cette diminution n'intervient pas en même temps et de façon identique dans tous les secteurs, mais elle est inexorable. Chaque capitaliste tente d'échapper à cette baisse moyenne en aggravant l'exploitation des travailleurs, en réduisant les salaires et les effectifs, en augmentant les cadences, en allongeant le temps de travail, en délocalisant les usines ou en faisant venir d'autres ouvriers, obligés d'accepter des salaires plus bas. Cette méthode a été mise en œuvre tout au long de l'histoire du capitalisme. Les travailleurs la subissent depuis des années dans leurs muscles et leurs tendons, ou à travers toutes les pressions dans les ateliers ou les services pour être toujours plus productifs. Mais cette exploitation finit par se heurter à des limites biologiques. Et elle se heurte aussi aux capacités de résistance collective des travailleurs. Par ailleurs, les capitalistes se livrent entre eux une guerre acharnée pour prélever chacun la plus grande part possible dans la cagnotte générale de la plus-value. Les plus puissants, ceux qui disposent d'un monopole, imposent leurs conditions à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants. Ils peuvent produire à plus grande échelle, à moindre coût, parfois vendre leur production au-dessus de leur valeur. Les cas d'entente entre monopoles rythment l'histoire du capitalisme. Se livrer à la spéculation financière est un autre moyen d'encaisser des bénéfices supérieurs au taux de profit moyen. Alors ça ne marche que tant que les cours montent et à condition de savoir retirer ses billes avant le krach. Les capitalistes qui maintiennent ainsi un taux de profit supérieur à la moyenne le font au détriment des capitalistes plus faibles. La seule façon de faire remonter le taux de profit moyen est d'éliminer le capital fixe excédentaire. Et c'est la fonction sanitaire des crises. En éliminant les entreprises les moins rentables, en fermant les ateliers les moins productifs, les crises détruisent du capital. Cette destruction fait remonter le taux de profit. Pour les capitalistes les plus faibles, la crise signifie la disparition. Pour les autres, c'est une opportunité pour racheter à bas prix des concurrents. Les plus gros grossissent encore un peu plus, et à chaque crise, le capital se concentre davantage. Alors cette baisse du taux de profit et les réponses mises en œuvre par la classe capitaliste pour l'enrayer rythment toute l'histoire de ce système. Elles engendrent donc les crises économiques, la concentration, la formation du monopole, elles ont engendré le colonialisme, l'impérialisme et les guerres. Elles engendrent la financiarisation de l'économie. Tout cela est le fonctionnement normal du capitalisme. N'en déplaise à tous ceux qui prétendent pouvoir faire tourner rond ce système parce qu'ils auraient trouvé la bonne politique. Les économistes bourgeois le reconnaissent d'ailleurs, comme Schumpeter, qui est souvent cité par Macron, qui parle du rôle de destruction créatrice des crises. Alors ces économistes expliquent doctement que les emplois perdus sont remplacés par des emplois plus productifs. Alors même quand c'était vrai dans la jeunesse du capitalisme, ceux qui retrouvaient un emploi dans une nouvelle industrie étaient rarement ceux qui l'avaient perdu avec la faillite de l'ancienne. Et puis il faut rappeler que la dernière destruction créatrice, donc en 2008, a transformé plusieurs dizaines de millions de travailleurs dans le monde en chômeurs, des millions d'Américains en sans-abri, des régions prospères en désert économique. Et si, du point de vue de l'économie capitaliste, les crises sont un moyen périodique d'enrayer la chute du taux de profit, du point de vue de la société, elles sont une catastrophe humaine et un gâchis matériel incommensurable. Cette baisse du taux de profit n'est pourtant pas en soi un problème pour la société. Elle signifie qu'il faut de moins en moins de temps aux hommes pour produire collectivement leurs besoins, qu'ils le font en utilisant des moyens de production et une organisation générale du travail plus performant. Le temps de travail nécessaire pour entretenir toute l'humanité tend à diminuer, et c'est un sacré progrès. C'est même l'un des fondements de nos perspectives communistes. Mais pour que ce soit réellement un progrès, il faut que les moyens de production soient contrôlés par la collectivité et mis en œuvre de façon rationnelle et planifiée. Tant qu'ils appartiennent à la classe capitaliste, les gains de productivité se transforment en catastrophes. Si l'écart entre les 1% les plus riches
et les 99% de la société augmentent année après année, ce n'est pas le fruit d'un dérèglement du système que l'on pourrait corriger par de bonnes lois, ni une politique fiscale plus redistributive, comme disent certains réformistes, ou une autre répartition des richesses n'enrayeront cette tendance. C'est le fondement même d'un système où une minorité de plus en plus restreinte pompe la plus-value, tandis que ceux qui la produisent s'appauvrissent. Alors, le capital résulte du travail humain accumulé. Il est le fruit du travail collectif de tous les producteurs. Chaque objet, pour être produit, pour être livré, consommé, fait intervenir à une étape ou à une autre le travail de milliers de travailleurs répartis dans le monde entier. C'est pour ça qu'on dit que la production est socialisée. À ce titre, le capital est le bien commun de toute la société, qui devrait pouvoir décider collectivement de son utilisation. C'est une autre contradiction dénoncée par Marx, je le cite. Le capital est un produit collectif qui ne peut être mis en mouvement que par l'activité en commun de beaucoup d'individus et même en dernière analyse de toute la société. Et pourtant, il est la propriété privée des capitalistes. Et c'est parce qu'il reste leur propriété que seuls décident de son usage. Alors ce n'est pas la répartition des richesses qu'il faut revoir, mais l'organisation de la production qu'il faut changer en abolissant la propriété privée des moyens de production. En se développant, le capitalisme a donné les armes pour réaliser cette révolution. D'une part, la production et la distribution des richesses sont déjà réalisées de façon collective. Tous les éléments pour l'organiser en vue de satisfaire les besoins de tous sont en place. Les principaux secteurs de l'économie sont concentrés dans les mains des grands groupes qui disposent des outils de recensement et d'organisation. Les instruments techniques pour recenser les besoins de tous les êtres humains, faire le bilan des ressources ou des capacités de production, des moyens comme l'informatique, l'Internet ou les satellites sont déjà en place. Des réseaux de transport et de livraison des marchandises irriguent toute la planète. On peut suivre en temps réel le trajet d'un conteneur par GPS. D'autre part, le développement du capitalisme a renforcé numériquement et socialement une classe sociale qui a les moyens et tout intérêt à exproprier la bourgeoisie. Cette classe, c'est le prolétariat, la classe des travailleurs. Parce qu'ils produisent ensemble toutes les richesses, parce qu'ils font fonctionner tous les rouages de la société, parce qu'ils sont concentrés sur les lieux de production, les travailleurs forment une classe sociale capable d'exproprier la bourgeoisie pour réaliser une socialisation consciente de cette économie. Et ils forment une classe qui n'a aucun intérêt au maintien de cet ordre social. La bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. C'est encore ce que proclamait le manifeste communiste en 1847. Mais inévitable ne signifie pas automatique. Marx écrivait plus précisément, à un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. Ces rapports deviennent des entraves au développement des forces productives. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Alors certains réformistes, tout en admirant les pages du Capital, s'interrogent doctement sur l'erreur de Marx qui aurait prédit l'effondrement du capitalisme comme un fruit trop mûr sous le poids de ses contradictions et qui constatent que le système est toujours là. Mais ces gens-là zappent l'essentiel. C'est que pour que l'alternative socialisme ou barbarie ne débouche pas sur le pire, il faut qu'existe une relève, c'est-à-dire une classe sociale consciente de sa force et de son rôle. Marx et Engels n'étaient pas des économistes en chambre, c'étaient des combattants qui cherchaient à comprendre le fonctionnement du capitalisme dans le but de l'abattre. Leur objectif était d'organiser et d'armer politiquement le prolétariat dans cet objectif. Alors les contradictions du capitalisme rendent indispensable une révolution, les crises, en exacerbant toutes les tensions sociales, la rendent possible, mais entre la possibilité de la révolution et sa victoire, il faut l'intervention consciente des travailleurs. Alors cette politique, c'est ce que Marx et Engels ont défendu
au cours de la Révolution qui a ébranlé l'Europe en 1848, puis pendant la Commune de Paris en 1871. Après eux, plusieurs générations de militants, de Auguste Bebel à Rosa Luxembourg ou Lénine, se sont attelés à construire des partis socialistes pour faire naître et renforcer une conscience de classe, pour regrouper les plus conscients des travailleurs, les former, les armer politiquement en vue de la prise du pouvoir. Alors, après l'écrasement de la Commune de Paris, il s'est écoulé une 50aine d'années avant que la Révolution ne soit de nouveau à l'ordre du jour. Durant cette période, le capitalisme a poursuivi son évolution. Comme l'écrivait Marx, aucun régime social ne disparaît avant d'avoir développé ses forces productives jusqu'au maximum qui peut être atteint par ce régime, et aucun régime social nouveau ne peut apparaître s'il n'y a eu au préalable, dans le régime ancien, les conditions économiques nécessaires. Eh bien, au cours de la période 1871-1914, les forces productives ont continué de se développer. Les capitalistes européens ont trouvé le moyen de faire fructifier leur trop-plein de capitaux en conquérant l'ensemble du globe, par la force de leurs armées, par la ruse de leurs marchands, avec la complicité de leurs intellectuels qui prétendaient apporter la civilisation. Ils ont soumis les pays et les régions qui échappaient encore à leur domination. Ils ont détruit la petite production marchande, ils ont ruiné des millions d'artisans pour vendre leurs textiles et autres produits. Ils ont soumis à l'impôt des millions de paysans en Afrique ou en Asie pour financer et construire des lignes de chemin de fer qui ne desservaient d'ailleurs que les mines ou les plantations des capitalistes. Et ils ont ainsi réussi à faire fructifier leurs capitaux avec un bon taux de profit. Le colonialisme n'était pas un simple choix idéologique. Il était nécessaire aux capitalistes européens pour assurer la reproduction de leurs capitaux. Alors, à travers ce processus, au fil des crises périodiques qui n'ont jamais cessé, la concentration du capital s'est intensifiée. Les banques jouent un rôle vital pour stocker la plus-value, pour centraliser les capitaux nécessaires, ont pris une place centrale dans l'économie. Parallèlement aux banques, et pour trouver leur ration de capitaux frais à investir, les capitalistes ont développé des sociétés par actions et des bourses des valeurs pour les échanger. Les banques et les bourses ont permis de dissocier complètement la vie des entreprises de celle des capitaux. Elles ont accéléré encore la concentration du capital. Et c'est dans cette période que de puissants monopoles se sont formés dans les principales branches industrielles, de l'acier au pétrole en passant par la chimie et l'électricité. Le capitalisme avait atteint son stade impérialiste. Il était passé de l'âge mûr à l'âge sénile, selon la formule de Lénine. Alors d'un côté, cette accumulation extraordinaire qui a été réalisée en exploitant les pays coloniaux a permis à la bourgeoisie européenne d'augmenter un petit peu la part de surproduit social qu'elle laissait à l'aristocratie ouvrière. En concédant quelques lois sociales face aux luttes ouvrières, en légalisant les syndicats, en négociant des accords collectifs avec leurs chefs, en intégrant dirigeants syndicaux et parlementaires issus des partis ouvriers dans la vie publique, la bourgeoisie a pu désamorcer les révolutions. Mais cela n'a rien changé au mécanisme de l'exploitation capitaliste, ni même à la pauvreté de toute une fraction des producteurs, non seulement dans les colonies, mais aussi dans les grandes métropoles capitalistes. Et en parallèle, de l'autre côté, l'étroitesse des marchés nationaux en Europe, le fait que le monde était partagé déjà entre les pays impérialistes, a exacerbé la concurrence entre les monopoles. Le militarisme s'est développé à une échelle considérable, offrant un débouché pour les capitaux. Le militarisme ne permettait pas seulement de maintenir artificiellement les taux de profit de Krupp, Schneider et compagnie, et il préparait la guerre pour un repartage des marchés entre les puissances impérialistes. Alors cette guerre, qui est inscrite dans les gènes du capitalisme, a éclaté en 1914 avant d'engendrer une puissante vague révolutionnaire. L'époque des révolutions sociales décrites par Marx était bien à l'ordre du jour. Alors, cette vague révolutionnaire n'est pas le sujet de ce soir. Disons seulement que la prise du pouvoir par le prolétariat en Russie, l'expropriation des possédants et la reconstruction de l'économie soviétique sur la base d'un plan
malgré les conditions dramatiques de sa mise en œuvre, a permis au socialisme de prouver son droit à la victoire, non dans les pages du capital, mais dans une arène économique qui couvre le 6e de la surface du globe, selon la formule de Trotsky. Mais l'échec de la révolution dans le reste du monde, qui a entraîné l'isolement de l'Union soviétique, puis la bureaucratisation du premier État ouvrier, ont donné un sursis au capitalisme. Celui-ci était pourtant plus que mûr pour la révolution et pour la socialisation des moyens de production. Ce système avait développé les forces productives au maximum où il le pouvait, avant de les détruire en masse. Du point de vue économique, le capitalisme était condamné. Après cette guerre, les pays européens sortaient affaiblis, fortement endettés. Leur monnaie était dévaluée, leur capacité de production usée jusqu'à la corde. Si les États-Unis connaissaient encore un développement économique, ils ne trouvaient pas assez de clients pour leurs automobiles ou leurs postes de radio. Le marché européen était anémique. Pour absorber le surplus, les banques américaines développaient le crédit à la consommation. Toutes les tares du système restaient intactes. La lutte pour le marché et le placement des capitaux se poursuivait, et une nouvelle crise éclatait déjà. Analysant cette situation économique, en juin 1921, Trotsky constatait que le capitalisme était entré dans une période de décadence où les crises durent longtemps et les relèvements sont momentanés, superficiels, basés sur la spéculation. Et pourtant, il était encore debout. Et pourtant, la bourgeoisie renforçait son pouvoir. S'exprimant sur cet aspect des choses devant des militants bolcheviques quelques semaines après ce congrès de l'Internationale, Trotsky expliquait « Si les forces de production constituent la puissance motrice de l'évolution historique, cette évolution, cependant, ne se produit pas en dehors des hommes, mais par les hommes. Il n'arrive pas toujours qu'une classe nouvelle, assez consciente, organisée et puissante pour détrôner les anciens maîtres, apparaisse juste au moment où le régime social ancien se survit. Aucun système, si dépassé fût-il, ne peut tomber sans l'intervention consciente des hommes, en l'occurrence sans l'intervention consciente de la classe ouvrière. Du point de vue politique, la bourgeoisie était prête à tout pour rester au pouvoir dans ces années 1920. Menacée d'un péril mortel par la révolution prolétarienne, elle était prête à utiliser toutes les méthodes possibles, depuis, je cite Trotsky, les sermons douceâtres des curés et des professeurs, jusqu'à la fusillade des grévistes par les mitrailleuses. Et ce pouvoir à peine stabilisé, la crise de 1929 éclatait, exacerbant la concurrence, provoquant une flambée protectionniste, l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne et enclenchant la marche à une nouvelle guerre mondiale. Une fois encore, le summum de la créativité humaine, la science, la technologie, les immenses capacités de production allaient être mobilisés en vue de la destruction méthodique des hommes par le génocide, par les bombardements. Et c'est cela qui fit écrire une nouvelle fois à Trotsky en 1938, à la veille de cette guerre, « Les forces productives de l'humanité ont cessé de croître ». Mais il précisait « Les nouvelles inventions et les nouveaux progrès techniques ne conduisent plus à un enrichissement de la richesse matérielle. » Excusez-moi. Alors la Deuxième Guerre mondiale, ajoutant ses effets à ceux de la crise de 1929 et de la Première Guerre mondiale, a détruit les forces productives et le capital accumulé dans le monde dans des proportions jamais atteintes par aucune crise cyclique. Cette destruction, qui n'avait plus rien de créatrice, fit peut-être 100 millions de morts et raya littéralement de la carte des villes et des pays entiers. Mais ce gâchis incommensurable de forces productives et de richesses détruites permit le redémarrage de l'économie capitaliste avec une dynamique qui fit oublier à certains ses tares fondamentales. La reconstruction des pays détruits, sous l'égide des États, offrait un nouveau marché à la bourgeoisie. La modernisation des installations et des infrastructures entraîna des gains de productivité qui lui permirent de retrouver des taux de profit élevés.
la mutualisation des assurances ou des retraites sous l'égide des États, ce que les économistes appellent avec condescendance l'État-providence, permis aux capitalistes européens de maintenir des salaires directs assez bas, malgré la pénurie de main-d'œuvre. Les gains de productivité réduisant les prix des biens de consommation, les salaires recommençant peu à peu à augmenter, le marché s'élargit de nouveau. La nouvelle génération vivait mieux que la précédente, disposant progressivement de machines à laver, d'automobiles, de la télévision, de logements plus confortables. Cette période dite des Trente Glorieuses ne fut qu'une courte parenthèse. Inéluctablement, l'accumulation de capitaux disponibles, le coût toujours plus élevé des nouveaux investissements productifs et un marché solvable qui avait atteint ses limites fit chuter le taux de profit et déclencha la crise des années 1970. Dans tous les secteurs, l'économie mondiale était dominée par des grands monopoles. Ces multinationales, et en premier lieu les compagnies pétrolières, anticipèrent la crise en gelant les investissements. Elles réduisirent la production pour faire monter massivement les prix. Elles usèrent jusqu'à la corde les installations existantes. À ce prix, les multinationales purent restaurer leur taux de profit sur le dos des classes populaires et des plus petits capitalistes. Elles évitèrent la faillite, mais provoquèrent la récession. En 1975, la production industrielle recula dans tous les pays. Et quand elle repartit, ce fut avec une croissance 2,5 fois plus faible qu'avant. Ce ralentissement entraîna des licenciements et la flambée du chômage. La crise actuelle a démarré à cette époque. Malgré les phases de reprise, le chômage de masse n'a pas cessé depuis 40 ans. Dans les meilleures années, une fraction des chômeurs se transforme en travailleurs précaires, quand d'autres sont définitivement exclus du marché officiel du travail ou deviennent des auto-entrepreneurs. Dans les pays développés, la décennie 1980 vit les suppressions d'emplois et les vagues de licenciements s'enchaîner dans tous les secteurs, de la sidérurgie à l'automobile en passant par les mines. Les États intervinrent de multiples façons pour aider les capitalistes à restaurer leurs profits. Ils nationalisèrent au prix fort des industries obsolètes, les restructurèrent aux frais de la collectivité, supprimant des dizaines de milliers d'emplois, avant de les privatiser à bon compte. Cela a permis à de vieilles familles bourgeoises, comme les Vandel, de réinvestir leurs capitaux, sans la moindre perte, dans des secteurs bien plus profitables. En France, les gouvernements de droite puis de gauche privatisèrent les grandes entreprises et les banques publiques, Saint-Gobain, Suez, la BNP ou la Société Générale, pour offrir un débouché sans risque aux capitaux disponibles. France Télécom, Air France, Thomson, EADS, les sociétés d'autoroutes allaient suivre quelques années plus tard. Parallèlement, les gouvernements menèrent une guerre sociale contre les classes populaires. Austérité, blocage des salaires, report de l'âge de départ en retraite, déréglementation du travail, légalisation de toutes les formes d'emploi précaires furent autant de moyens pour baisser drastiquement la part de la valeur ajoutée qui revenait aux travailleurs. Toutes les statistiques indiquent le même recul. En juin dernier, une note de l'OCDE constatait « Depuis plusieurs années, la part des revenus tirés de l'activité économique allant à la main-d'œuvre, sous forme de salaire, recule dans la plupart des pays. » Dans un livre récent intitulé « Et si les salariés se révoltaient ?», Patrick Artus, donc le banquier déjà cité, décrit la paupérisation des salariés qui supportent tous les risques, avec le chômage de masse, des emplois de plus en plus précaires et des salaires tirés vers le bas. Il constate que les emplois créés dans les pays développés, dans les services à la personne, la restauration ou la logistique, sont moins qualifiés, moins rémunérés et plus précaires que ceux qui ont été supprimés dans l'industrie. Dès le milieu des années 1980, le taux de profit des capitalistes a été restauré en aggravant l'exploitation des travailleurs, en réduisant la masse salariale directe, comme la part qui revient aux classes populaires sous forme d'écoles, d'hôpitaux, d'accès aux soins à bas coût ou de retraites correctes. S'il en était besoin, les 30 ans écoulés démontrent la stupidité de la théorie du ruissellement,
sauf à considérer que l'argent a l'étrange propriété de ruisseler du bas vers le haut. Malgré cette restauration des taux de profit, les capitaux cherchèrent des investissements plus rentables que ceux que dans la production, et ils se dirigèrent vers la finance. Cela commença par les prêts à des taux usuraires aux pays du tiers-monde, avant de s'étendre par paliers successifs à tous les domaines. La financiarisation de l'économie s'accéléra après chacune des crises financières qui ébranla l'économie mondiale depuis les années 1970. Crack à Wall Street, puis dans le reste du monde en 1987. Crise financière au Japon en 1989. Crise asiatique en 1997-98. Crise russe en 1998. Crack lent de la nouvelle économie en 2000-2001. Crise des subprimes, puis du système bancaire mondial en 2007-2008. Entre 1970 et 2004, un organisme officiel a recensé, je le cite, 117 crises bancaires à caractère systémique qu'il définit comme ayant exigé une recapitalisation quasi générale des banques. Après chacune de ces crises, les États, par l'intermédiaire des banques centrales, ont injecté de l'argent public dans le système bancaire pour sauver les canards boiteux, rassurer les marchés, encourager les capitalistes à investir. Le recours au crédit de la part des entreprises, des ménages, des États, fut de plus en plus massif. En parallèle, les États allaient abattre une à une les réglementations financières qui cloisonnaient les différents secteurs financiers, celui des monnaies, des obligations, des actions, les marchés à terme sur les matières premières comme les denrées agricoles, tout ça pour créer un marché mondial quasiment unique. Un investisseur qui cherche le meilleur rendement peut passer d'une action en euros à une obligation en dollars, revendre ses actions d'Apple pour acheter de la dette américaine, ou une option d'achat sur une cargaison de soja ou de blé, sans parler des multiples produits dérivés, comme les fameuses subprimes qui ont déclenché la crise de 2008. Au cours de ces années, la finance a attiré les mathématiciens les plus doués pour inventer des algorithmes permettant de spéculer plus vite, ou des montages financiers toujours plus complexes. Le génie humain est mobilisé pour améliorer ce qu'on appelle l'ingénierie financière, tandis que dans un autre registre, le choléra, la tuberculose ou le paludisme continuent de tuer dans le monde. La finance est devenue un cancer qui ronge toute l'économie. Alors qu'ils l'approuvent ou la réprouvent, les économistes bourgeois présentent cette transformation de l'économie comme un tournant idéologique qui aurait été impulsé par les économistes libéraux qui auraient pris le pouvoir au sein du Fonds monétaire international, le FMI, ou dans les différents gouvernements nationaux. Présenter les choses ainsi, c'est prétendre qu'une autre politique était possible. C'est masquer que cette politique était une exigence vitale des capitalistes pour réinvestir avec la meilleure marge la masse de plus-value qu'ils ont extorquée aux travailleurs. En fait, cette politique de dérégulation, de décloisonnement et de libéralisation fut menée par tous les États, sous toutes les latitudes et quelle que soit la couleur politique des gouvernements. Et cette politique s'est d'ailleurs poursuivie après la crise de 2008, malgré les déclarations des Obama, Sarkozy ou Hollande qui prétendaient réguler la finance. Ils ont mis des règles interdisant à des banques de spéculer avec leurs fonds propres ou de prendre des participations dans des fonds spéculatifs. Alors en Europe, ces règles ont été fixées à Bâle. Aux États-Unis, c'est la règle dite de Volcker, mais elles ont toutes été méthodiquement contournées. La financiarisation de l'économie à la fin du XXe siècle et au début du XXIe n'est pas plus une option politique que ne l'était le colonialisme et l'impérialisme un siècle plus tôt. Alors avec la crise de 2008, l'intervention des États changea d'échelle. Partout, ils distribuèrent les milliards à la pelle pour soutenir l'industrie. Le plus spectaculaire, ce fut l'intervention des banques centrales, liées aux États malgré leur indépendance formelle, mais surtout intimement liées aux financiers. Les banques centrales baissèrent les taux d'intérêt auxquels elles prêtent aux banques privées,
de quelques 5% vers 2008 à 0. À ce jour, seule la Fed, donc la Banque fédérale américaine, a commencé à relever très timidement son taux directeur, le taux auquel elle prête. Les banques privées empruntent ainsi quasiment sans intérêt. Mieux, sous prétexte que ces banques détenaient dans leurs coffres des papiers divers, des obligations, des reconnaissances de dettes, des produits dérivés, des emprunts de certains États, autant de titres réputés sans valeur et dont les autres banques se méfiaient, eh bien les banques centrales ont accepté tous ces papiers en échange d'un prêt. À chaque réplique de la crise de 2008, les banques centrales ont assoupli un peu plus leur politique au service des banquiers et des grands capitalistes. Alors c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs la politique d'assouplissement quantitatif. L'assouplissement consiste à accepter n'importe quel titre pour accorder un prêt, non seulement aux banques, mais aux entreprises. Cette politique a été inaugurée par la Fed dès 2008, suivie plus tard par ses consoeurs. Lors de la crise de l'euro en 2010, la BCE, donc la Banque centrale européenne, s'est mise à racheter des titres de dette des États, notamment de la Grèce. Alors c'était une nouvelle façon de délester les banques de créances douteuses pour reporter les risques sur la collectivité. Depuis 2016, la BCE achète aussi les obligations des grandes entreprises. Elle finance ainsi directement, quasi gratuitement, les grands groupes pharmaceutiques, des compagnies aériennes, des constructeurs automobiles, voire des assurances. Et le prétexte est toujours le même, inciter les capitalistes à investir et à relancer l'économie. Alors, en accumulant dans leur bilan autant de titres sans valeur, les banques centrales se fragilisent. Parce que tout le système bancaire est basé sur la confiance. Et c'est d'ailleurs la défiance généralisée qui avait provoqué la paralysie totale du système en 2008. Donc, en poursuivant trop longtemps leur politique d'assouplissement, les banques centrales deviennent vulnérables à la spéculation. Pour le dire autrement, lors du prochain krach, les liquidités qu'elles tenteront d'injecter seront discréditées et seront sans effet. Et ça inquiète jusqu'aux banquiers centraux qui publient des livres intitulés « La folie des banques centrales », mais qui n'ont pas la moindre alternative à proposer. Alors cette politique de crédit à taux zéro et de rachat de titres financiers, c'est ce qu'on peut appeler la forme moderne de la planche à billets. Les banques centrales créent par ce moyen de plus en plus de monnaie. Depuis la disparition de l'étalon or, la masse monétaire en circulation agrège, outre les billets de banque qui en fait ne représentent plus grand-chose, tous les dépôts sur les comptes bancaires, les livrets, les plans d'épargne divers, auxquels il faut ajouter certains titres négociables sur les marchés monétaires, en particulier des emprunts émis par les États. Et en rachetant de plus en plus de titres, les banques centrales les transforment en monnaie. En 10 ans, la masse monétaire s'est accrue de 15 000 milliards de dollars. Alors, c'est des chiffres qui ne nous parlent pas beaucoup. Elle représente aujourd'hui 125% du PIB mondial, alors que dans la période 1990-2008, elles en représentaient 100%. Et dans les années 70, c'était 60% du PIB. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que la masse monétaire qui est en circulation a augmenté beaucoup plus vite que les biens réellement produits dans la société. Alors, au grand étonnement des économistes qui sont totalement démunis et qui scrutent tous ces indicateurs un petit peu comme des cartomanciennes déboussolées, ce flot de liquidités ne provoque pas d'inflation. Et ça leur pose problème, ça les interroge. Alors, une des raisons, c'est quand même la grande faiblesse des salaires, la stagnation de la production et de la consommation, qui en fait maintiennent les prix des produits manufacturés assez bas. Et une autre raison, plus importante sans doute, est que cette monnaie qui est créée par les banques centrales prend intégralement le chemin des bourses et des marchés financiers. Elle alimente la spéculation et le crédit illimité pour les capitalistes. Alors que cette monnaie est émise pour encourager les investissements, elle ne va pas dans l'économie productive. Alors ça n'empêche pas que tout ça a quand même de multiples effets dramatiques sur la vie des gens, à commencer par la flambée périodique du prix des matières premières, le pétrole ou les denrées agricoles, ce qui appauvrit ou affame à chaque fois des millions de personnes. Alors l'endettement général de la société a explosé. La dette totale des États, des entreprises et des ménages des pays riches
est passé de 190% du PIB en 1996 à 260% en 2016. La dette mondiale, aujourd'hui, elle est supérieure à ce qu'elle était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le crédit à la consommation, c'est depuis longtemps un moyen d'élargir le marché. D'un côté, les capitalistes employeurs vous versent des salaires insuffisants pour vivre, et de l'autre, les capitalistes financiers vous prêtent de l'argent en prélevant une partie de votre salaire sous forme d'intérêt. C'est un piège qui enferme les classes populaires. La grande distribution a généralisé le système des cartes de crédit avec des taux usuraires pour vendre ses produits malgré les fins de mois à découvert. Les banques et autres organismes de crédit déploient leur talent pour vous proposer un crédit pour payer la voiture ou la maison de vos rêves malgré votre salaire trop faible. Les constructeurs automobiles et la grande distribution sont d'ailleurs devenus de véritables banques. Au fil du temps, la durée des crédits s'est rallongée. Les conditions de solvabilité se sont assouplies pour enchaîner de plus en plus de gens au remboursement sans fin de leurs dettes. Aux États-Unis, des jeunes de 20 ans s'endettent sur plus de 40 ans pour financer leurs études. Et aujourd'hui, des dizaines de milliers de retraités américains paient encore pour leurs prêts étudiants. Et cela en dit plus long encore sur le niveau des salaires que sur celui du crédit. Alors la fuite en avant du crédit, couplée à la spéculation immobilière et à la création de dérivés financiers opaques, c'est ce qui avait déclenché la crise de 2008. Eh bien, malgré la faillite de plusieurs banques, la ruine de plusieurs millions de familles chassées de leur maison, eh bien, aujourd'hui, l'endettement des ménages américains est reparti à la hausse, et ça a même commencé dès 2013. La dette totale des ménages américains a de nouveau dépassé le record qui avait été atteint en 2008. Alors les banques semblent aujourd'hui plus prudentes pour proposer des crédits immobiliers, mais elles se sont lâchées sur les crédits automobiles. Comme le déclarait un analyste de la banque JP Morgan au journal Le Figaro, depuis la crise, il y a eu différents plans pour soutenir le secteur. On a sans doute un peu forcé l'achat, sans être très regardant sur le profil des emprunteurs. Alors ces crédits automobiles sont d'ailleurs appelés les subprimes auto. Et on peut dire que ces crédits sont de bons candidats pour être le prochain facteur déclenchant du prochain krach financier mondial. En venant au secours des capitalistes et des banques, les États eux-mêmes n'ont cessé de s'endetter. Alors d'un côté, ils suppriment des impôts par milliards pour les riches et les entreprises, ce que font Trump aux États-Unis ou Macron en France, et de l'autre, ils leur versent des aides et des subventions sous de multiples formes. Les impôts et les taxes écrasent les classes populaires, mais ne suffisent pas à abonder le budget des États, qui donc empruntent massivement auprès des banques. La dette de tous les États impérialistes atteint des sommets, à commencer par le plus puissant d'entre eux. Le dollar étant la monnaie du commerce international, la puissance économique, mais aussi militaire des États-Unis en garantit la stabilité. Donc les États-Unis peuvent émettre quasiment sans limite des bons du Trésor, que les possesseurs de capitaux du monde entier s'arrachent. Avec 21 000 milliards de dollars en 2018, la dette publique américaine a doublé en 10 ans. Alors, pour rembourser les emprunts en cours, les États réempruntent constamment sur les marchés bancaires. En France, la charge de la dette, c'est-à-dire le remboursement des seuls intérêts annuels aux banquiers, tourne autour de 43 milliards d'euros. Alors, elle se rapproche du budget de l'éducation nationale, qui est de 50 milliards d'euros, et elle dépasse le budget de l'armée. La dette publique est devenue le principal moyen pour le grand capital de prélever sa part de plus-value sans même se donner la peine d'investir en immobilisant des capitaux dans la production. Marx avait déjà constaté que la dette publique marque de son empreinte l'ère capitaliste et qu'elle avait été un des leviers les plus puissants de l'accumulation du capital. Eh bien, la crise de la dernière décennie a conduit les États à démultiplier ce levier dans des proportions inouïes. Tous les dirigeants politiques mettent en œuvre servilement cette politique, tout en répétant que la dette est insoutenable. La dette est devenue un instrument politique contre les travailleurs. Elle sert de prétexte permanent pour justifier les politiques d'austérité, les coupes claires dans les services publics et les sacrifices pour les classes populaires. Alors cela conduit différents courants réformistes à réclamer une autre politique. Les souverainistes de tous bords
réclament par exemple que l'État puisse emprunter directement auprès de la Banque centrale sans passer par les banques privées. Mais en fait, ce serait une autre façon de faire marcher la planche à billets. Parce que quel que soit le processus technique par lequel l'État injecte des capitaux dans le système, c'est la grande bourgeoisie qui en profite et ce sont les classes populaires qui paient la facture. Et cela car l'État est un appareil qui est entièrement au service des capitalistes. Le recours à la dette est une exigence puissante qui découle de toute l'évolution de la société et qui dépasse de loin les choix de tel ou tel gouvernement. Et c'est pourquoi encore revendiquer l'annulation de la dette, comme certains courants, sans exproprier les capitalistes et sans détruire leur appareil d'État, est une formule creuse. Il n'y a pas de solution réformiste à l'endettement des États. Les dettes étranglent les consommateurs surendettés et les populations saignées par l'austérité. À l'inverse, le crédit facile et l'abondance de liquidités profitent à toute la classe capitaliste. Les opérations financières peuvent fournir des rendements de 20% quand les investissements dans l'économie productive ne rapportent pas plus de 5 ou 10%. Cela ne tient pas du miracle, mais ça résulte d'un transfert d'un secteur de l'économie vers un autre. Je l'ai dit, seul le travail humain crée de la plus-value. Les milliards drainés vers la finance sont donc produits par les travailleurs au cours de la production. Les très faibles taux d'intérêt permettent aux entreprises de financer leurs investissements par l'emprunt plutôt qu'en réinvestissant leurs propres profits épargnés. C'est ainsi que le recours au crédit est généralisé. Et ça explique aussi pourquoi les banques centrales sont si frileuses pour relever leurs taux d'intérêt, alors que leurs experts sont très conscients des ravages provoqués par ces taux d'intérêt bas sur l'économie. Mais relever les taux d'intérêt, ça revient à priver un drogué de sa dose quotidienne. Et le faire brutalement peut le tuer, mais ne pas le faire le tuera aussi tout aussi certainement. Alors, les investissements que les entreprises préfèrent, ce sont les rachats d'entreprises déjà existantes. Les fusions-acquisitions ont battu un nouveau record en 2018, avec presque 4 000 milliards de dollars, un montant proche du pic atteint avant le krach de 2008. Et les sommes mises sur la table pour acheter un concurrent sont parfois délirantes. 54 milliards d'euros dépensés par Bayer pour acheter Monsanto, 10 milliards déboursés par Sanofi pour acheter l'américain Bioverativ. Non seulement ces rachats ne créent pas la moindre valeur nouvelle, mais pour rembourser les sommes empruntées, le nouveau propriétaire va tailler dans les effectifs, supprimer les doublons, liquider les secteurs les moins rentables. Il va intensifier l'exploitation sans améliorer la productivité globale du travail. Les profits supplémentaires dégagés dans les entreprises fusionnées ne résultent pas d'un élargissement de la base productive. Ils ne correspondent pas à des innovations et des investissements qui permettraient de produire de nouvelles marchandises. Et pour conserver les actionnaires, pour faire monter le cours de leurs actions, les entreprises doivent verser des dividendes toujours plus grands. Selon le magazine Alternative économique, en France, le versement des dividendes des entreprises à leurs actionnaires a triplé en 20 ans. Réduire les coûts, aggraver l'exploitation, supprimer des emplois ne suffit plus. Les entreprises rachètent aux actionnaires une partie de leurs propres actions afin de les détruire, ce qui fait mécaniquement monter la valeur de celles qui restent. Par exemple, sur les 57 milliards versés aux actionnaires en 2018, dont on a parlé dans l'introduction, pour le CAC 40, il y a 11 milliards qui l'ont été sous forme de rachat d'actions. Alors, pour reprendre une formule d'Alternative économique, la bourse est devenue un vaste système de prélèvement de la valeur produite par les entreprises. Et je vous propose qu'on fasse une pause ici.